pouvoir la rendre disponible en replay. Bien, bonjour à tous. Écoutez, au nom de France Vie Durable, on est vraiment ravis de vous accueillir tous. Aujourd'hui, on a cette session qui est dédiée à nos startups TPE, PME qui sont adhérentes de France Vie Durable. Et on s'était dit qu'il fallait leur donner l'occasion de pouvoir se présenter rapidement. Elles font des choses fantastiques et c'est un vrai plaisir de pouvoir partager entre tous et de leur permettre à toutes de s'exprimer. Toutes celles qui sont présentes aujourd'hui, elles œuvrent toutes à la préservation des ressources et accompagnent les territoires et les organisations vers un modèle plus durable. Vous allez voir des sujets de comptabilité écologique, des sujets de stratégie territoriale climat. On va parler de réduire de l'eau, on va parler d'économie d'énergie, etc. Est-ce que quelqu'un peut couper les micros de tout le monde sauf de Bruno, s'il vous plaît? Voilà. Aujourd'hui, chez France Ville Durable, on a à peu près une dizaine de startups. C'est une très belle progression de ce segment d'entreprise. C'est un maillon indispensable qui apporte une expertise complémentaire aux autres acteurs du collège et de France Vie Durable. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment sur le créneau de la préservation de la ressource, c'est le point que je vous mentionnais tout à l'heure. Et voilà, je pense que dans la perspective et dans ce qu'a entrepris France Vie Durable, ce webinaire, là, aujourd'hui, il a pour objectif vraiment de mettre en avant ces expertises et de faire écho aux ateliers territoriaux que vous connaissez, dont vous avez dû entendre parler, qui sont plus ciblés et qui a déjà permis à chaque acteur qui le souhaitait de venir présenter son savoir-faire pour accompagner un territoire sur un projet donné. Donc aujourd'hui, on va regarder les choses sous un axe différent, transversal, celui de l'entreprise, et je pense que cette séance va être absolument passionnante. Donc, je passe tout de suite la parole à… Ça serait bien qu'on affiche peut-être l'ordre du jour et que la première entreprise puisse se présenter. Et donc, c'est parti. On est en mode tête présentation, à chaque fois en 10 minutes, y compris des questions-réponses. Donc, il va falloir aller vraiment très vite. Voilà, je vous laisse la parole. Bien. Alors, c'est Pierre Magne. Voilà, on commence par Firmus. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous le voyez? Ça arrive. C'est bon. Alors, désolé, parce que je pensais que c'était un petit peu… Alors, j'ai inséré une petite vidéo dedans. J'espère qu'elle ne va pas me prendre trop de temps. Donc, voilà. Donc, moi, je suis Pierre Magne de la société Firmus FGWRS. Et notre mission, enfin, tout du moins, c'est de participer à la préservation des ressources en eau potable pour les générations futures. Alors, on travaille sur deux aspects. Firmus, qui est adhérent de France Ville Durable, FGWRS, qui est une société émanation de Firmus, qui elle est basée à Monaco, et plus les startups de Monaco. Firmus, c'est une société spécialisée dans tout ce qui est traitement d'eau, essentiellement à partir de techniques membranaires. Et à l'intérieur de cette société, on a un savoir-faire spécifique pour le recyclage des eaux grises. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les eaux grises, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est les eaux qui viennent de douche, de lavabo, de lave-linge, piscine et hammam. Et grâce à notre savoir-faire, on sait les traiter pour les renvoyer vers des usages qui ne nécessitent pas l'utilisation d'eau potable, à commencer par les toilettes des WC, l'arrosage, le lavage des sols, mais aussi les douches, les lavabos, les lave-linges, bien entendu, les piscines et la hammam. Et on associe à ça une récupération d'énergie sur eau grise traitée, ce qui nous fait un vrai projet d'économie circulaire associant économie d'eau et d'énergie. Donc, notre savoir-faire, il vient de la recherche spatiale, puisque c'est des travaux de recherche qui ont été faits pour l'Agence spatiale européenne et qui ont été mis en application depuis 2005 sur la station de recherche antarctique Concordia. Je me suis permis de vous faire cette petite vidéo qui vous est présentée par quelqu'un d'assez connu et qui a parlé de notre technologie directement de Recording in progress.
Voilà, donc on est très content que Thomas Pesquet parle de nous. Donc, on a décliné une gamme complète qui vont des collective stations pour les habitations avec usage collectif, pour les gros consommateurs, gros producteurs d'eau grise, et aussi pour les home stations, qui est le dernier de notre gamme. Donc, on a aussi défini un logiciel de simulation qui nous permet de déterminer, en fonction des ressources et des heures de provenance et en fonction des usages derrière, le potentiel d'eau économisée et d'énergie. On a aussi un démonstrateur qui a été installé, qui a tourné sur un hôtel pendant plus d'1 an en 2019 au Fairmont Monte-Carlo, où on a eu 4 chambres connectées, ce qui nous a permis de faire des vraies acquisitions de données en complément de ces Concordia. Donc, voilà les résultats de ce qui se fait à Concordia depuis 2005. Donc, il faut savoir que là-bas, les eaux grises qui sont collectées, elles incluent aussi les eaux de cuisine et qu'elles sont envoyées vers les douches, les lavabos et vers les eaux de cuisine. Donc, on n'a eu aucun incident technique ou sanitaire depuis 2005, ce qui veut dire que la technologie est parfaitement maîtrisée et elle est mature. Les résultats du Fairmont de Monte-Carlo, donc c'était 4 chambres connectées. Les eaux grises traitées, elles étaient renvoyées vers le condenseur de vapeur de la blanchisserie à côté, puisque bon, c'est un hôtel qui est déjà construit, donc on ne peut pas tirer des réseaux pour envoyer vers la cuvette des WC. Et ça nous a permis de démontrer notre haute efficacité, de bien déterminer les quantités d'énergie qui sont utilisées par notre procédé, donc elles sont au maximum d'1 kWh par mètre cube d'eau traitée, et aussi d'avoir des données précises sur les températures d'eau grise après traitement pour pouvoir quantifier le potentiel de récupération d'énergie. Donc ici, rapidement, la comparative des eaux d'analyse entre les eaux grises et les eaux traitées. Il faut savoir qu'on a été suivi par les autorités sanitaires de la principauté, qui sont l'équivalent du ministère de la Santé en France. Et nos autres résultats, donc le tournoi de Roland-Garros, dont Thomas Pesquet parlait, puisqu'on est participé à l'édition 2020 et 2021, et encore sur l'édition 2022. On a associé une récupération d'énergie à partir d'un échangeur, d'un simple échangeur pour récupérer la chaleur contenue dans les eaux grises traitées et la renvoyer vers le préchauffage de l'eau chaude sanitaire. Et on est à l'heure actuelle sur le pavillon de Monaco, l'Expo universelle de Dubaï 2020 qui s'est déroulée en 2021. Et à ce jour, on a permis d'économiser plus de 37 mètres cubes d'eau potable. La réglementation française, vous la connaissez. Donc, à l'heure actuelle, c'est interdit de faire ça dans des hôtels, des bâtiments collectifs ou des centres sportifs. Donc, pour l'opération de Roland-Garros, on a obtenu une dérogation auprès de l'ARS. On doit envoyer des analyses toutes les semaines sur la qualité de l'eau traitée. Piscine et centres aquatiques, la réglementation a changé l'été dernier. Elle est applicable au 1er janvier de cette année. Donc, c'est un axe sur lequel on se développe beaucoup. Et également les laveries et les blanchisseries, qui sont des forts consommateurs d'eau grise. Donc, les projets que nous avons en cours à l'heure actuelle, à Monaco, mais aussi en France, on est en contact avec plusieurs centres. Merci Pierre. Excusez-moi de vous interrompre. Voilà. J'ai terminé. Il y a encore 3 minutes s'il y a des questions. Sinon, voilà. Excusez-moi, mais je pensais qu'on avait plus de temps. Donc, si j'avais su, j'aurais pas mis. Il n'y a pas de questions sur le site de discussion. Est-ce que... Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. Bon, mais écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Si je peux me permettre, oui. Puisque nous faisons du recyclage des eaux noires. Je pense qu'on avait déjà été à se rencontrer dans les autres réseaux. Et est-ce que vous êtes au courant du nouveau décret qui vient de paraître et qui concerne la réutilisation des eaux usées, mais qui interdit tout ce qui est réutilisation pour l'usage corporel, donc lavage des mains? Oui, tout à fait. D'accord. Si vous voulez, nous, on travaille sur que des eaux grises, on ne travaille pas sur les eaux noires. Donc, oui, non, mais c'est bien les eaux grises, enfin les eaux en général et surtout les eaux grises qui sont visées parce qu'on a voulu le faire. Le décret, il est sorti, si vous voulez, il considère plutôt le recyclage d'eau à la sortie des stations d'épuration. On intervient, je dirais, un peu en amont. Après, on a pour nous, si vous voulez, le recul de Concordia. Nous, on est passé devant l'ANSES. On fait partie des retours d'expérience qui sont suivis par le CSTB, qui a eu une mission du ministère de la Santé. Donc, bien. Nous, on est capable d'apporter toutes les garanties sur la technologie qu'on développe. Oui, bah, très bien, bravo, parce que merci. Nous, on bataille encore avec ça. Non, mais c'est un parcours compliqué. Oui. Merci. Bah, Cécile, on vous entend aussi, je crois, tout à l'heure. On enchaîne, je crois. Oui, on enchaîne. On va passer la parole à Yann et Jean. D'Accentin. Accentin, oui. Bonjour à tous. Vous me donnez la main pour le partage? Oui, vous pouvez y aller. C'est bon, ça fonctionne? C'est bon.
Bon. Bien, bonjour à tous, je suis Yann, je suis directeur marketing d'Axanta. Jean n'en va pas à moins, il est malheureusement coincé dans les bouchons. Et moi, je vais vous parler de bâtiments zéro carbone, puisque le bâtiment aujourd'hui, dans son ensemble, pèse 45% des consommations énergétiques de notre pays et pas loin de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, avec le transport, c'est le deuxième gros problème par rapport au changement climatique. Et par rapport à ça, nous, notre promesse, elle est simple et ambitieuse, c'est d'aider en fait les propriétaires de bâtiments à décarboner jusqu'à 95% le chauffage et la climatisation, mais tout ça de manière autrement plus simple que tout ce qui a existé jusqu'à présent. Pourquoi le chauffage et la climatisation? C'est extrêmement simple. C'est parce que ça pèse pas loin environ 2/3 des consommations énergétiques des bâtiments et pas loin de 80% des émissions des gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment l'éléphant dans la salle et c'est ce dont on doit s'occuper. Si vous voulez, aujourd'hui, les gens qui doivent gérer ça, les propriétaires de parcs immobiliers, que ce soit des collectivités ou des entreprises, ils se retrouvent dans la situation suivante. C'est que d'un côté, on a des ambitions, bien sûr, mais on a surtout un cadre réglementaire qui pousse à l'action. Certains d'entre vous seront peut-être familiers avec le décret tertiaire. Il y a aussi un certain nombre d'ambitions avec la stratégie nationale bas carbone. Mais de l'autre côté, les outils qui sont à disposition du marché n'ont pas changé depuis des décennies. Si bien que c'est extrêmement simple et c'est illustré sur ce schéma, plus je souhaite être ambitieux en termes d'économie d'énergie, plus ça va me coûter cher. Et c'est là où le bât blesse. Et si c'était si facile à faire que ça, on ne parlerait pas depuis des décennies de rénover nos parcs de bâtiments, chose qu'on a du mal à faire. Parce que par essence, le problème vient de là, c'est que c'est compliqué, ça coûte cher et en plus, les économies d'énergie qu'on va pouvoir faire de manière générale ne sont pas garanties. Donc, Axanta a été créé pour résoudre cette équation-là. On a été créé en 2016, on est issu de l'école polytechnique, de travaux de R&D de l'école polytechnique. On est aujourd'hui 75 employés, on est passé de 10 à 75 employés en 2 ans. On a levé près de 15 millions d'euros sur les 2 dernières années auprès d'investisseurs et on est au début d'une belle aventure qui s'articule aujourd'hui autour de 3 grandes briques technologiques qui sont uniques sur le marché et qui ont la particularité de couvrir l'ensemble des problématiques qui vont permettre de traiter cette problématique du chauffage et de la climatisation, du chauffage en particulier, si je m'adresse aujourd'hui aux collectivités, puisque c'est le plus gros poste de consommation. Et donc, ces 3 briques, c'est extrêmement simple. La première, elle consiste, avec une plateforme cloud, à faire l'acquisition de l'ensemble des données de consommation énergétique et de facture. C'est un petit peu comme dans une voiture, on met un tableau de bord. Tant qu'on n'a pas la donnée de manière claire, il est difficile de savoir où on va. Mais ce n'est pas parce qu'on a la donnée qu'on va faire beaucoup de choses. Donc, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. La deuxième étape, qu'on appelle optimiser la demande, eh bien, ça va consister à prendre un système de chauffage tel qu'il est, avec une plateforme, là encore cloud, et de l'intelligence artificielle, de prendre la main à distance et de piloter tout ça intelligemment. Et donc, sans faire aucun travaux lourd, on va être capable de réduire instantanément les consommations énergétiques de 15 à 40%. Et enfin, la troisième étape, l'étape ultime, c'est de dire comment je fais pour produire une énergie de chauffage et de climatisation décarbonée. Et là, on a développé un système propriétaire qui combine la géothermie et l'intelligence artificielle, qui est breveté et qui permet, même sans isoler, de réduire les consommations énergétiques pour le chauffage et la climatisation jusqu'à 80% et de décarboner jusqu'à 95%. Et donc, pour déployer ces technologies innovantes, on a créé une co-entreprise avec 2 autres grands acteurs qui nous permettent de déployer ces technologies en format qu'on appelle CREM, donc conception, réalisation, exploitation, maintenance, c'est-à-dire fondamentalement clé en main. On est capable de financer dans le privé, malheureusement, ce n'est pas possible dans le public. Et surtout, le cœur de tout ça, c'est qu'on dépasse le simple aspect technologique. Non seulement on fournit des technologies, mais on va s'engager sur la réduction des consommations d'énergie et surtout, on va se rémunérer sur ces réductions de consommation énergétique. Et ça, on est capable de le faire parce qu'on apporte
du digital et de l'intelligence artificielle qui nous permettent de faire des choses que des humains ne peuvent pas faire et donc de nous engager sur des économies extrêmement ambitieuses et pour les maîtres d'ouvrage, de leur garantir des économies d'énergie substantielles. Je vais terminer avec quelques références significatives. Vous voyez par exemple Airbus, c'était leur siège social, 36 000 m², on réduit les consommations de 85%. Vous voyez Prologis Monoprix, c'est le premier entrepôt bas carbone au monde qui a été inauguré au mois d'octobre, qui embarque nos technologies. Et avec une seule technologie, on est capable de réduire de 70% les besoins de chauffage, climatisation. Et puis sur la droite, ce qu'on fait avec la ville de Roubaix, on est en train d'équiper l'ensemble de leur parc de bâtiments, c'est-à-dire 400 bâtiments, avec des technologies donc, de pilotage des systèmes énergétiques qui leur permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire 15 à 40% d'économies garanties. Et pour eux, ça représente des centaines de milliers, et encore, c'est que le début, puisqu'on n'est pas sur le parc total, mais à ce jour, sur plusieurs dizaines de bâtiments, des centaines de milliers d'euros d'économies par an que l'on garantit, quoi qu'il arrive, voire quoi qu'il en coûte, comme dirait notre président. Et donc, in fine, par rapport à ce que je vous montrais au départ, eh bien, nous, vous voyez, on est capable de réduire les consommations de 80%, à un prix qui est jusqu'à 10 fois moins cher que ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui change complètement la donne. Voilà, j'ai fini. Je laisse ici donc, les coordonnées de mon collègue qui n'a pas pu se joindre à moi, mais qui est en charge de toutes nos activités, notamment auprès des collectivités. Je vous remercie. Merci, timing parfait. Alors, il y avait une question de l'ANRU, mais vous l'avez en partie répondu dans vos études de cas. C'était une question qui portait sur le fait que votre solution s'appliquait, est-ce qu'elle s'appliquait uniquement aux constructions neuves ou elle pouvait s'appliquer aussi à de la rénovation? Elle s'applique à de la rénovation et en réalité, on fait principalement de la rénovation. Et également, est-ce que cette solution est applicable aux bâtiments de logement? Tout à fait. Je vais donner un exemple extrêmement rapide. On travaille sur deux cas là, de logements collectifs. Donc un premier où il y a 300 logements, un deuxième où il y a 900 logements. Dans les deux, on ne peut pas isoler. Et on est capable de réduire les consommations de chauffage de 75% et de supprimer complètement le gaz. Voilà. Et donc sur de l'existant. Très bien. Une autre question d'Aurélien Canon. Est-ce que cette solution permet-elle de produire du chaud et ou du froid? Tout à fait, les deux. Parfait. Alors du froid, on parle bien de rafraîchissement, de confort. Donc, climatisation, pas du froid négatif, des choses comme ça. Une autre, une dernière. Tous ces chiffres sont-ils pour une température finale identique? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on change la logique actuelle. La logique actuelle, si vous voulez, dans le bâtiment, c'est 1, j'essaye de faire en sorte que ça marche. 2, je vais tâcher de donner le confort. Et 3, si j'ai la chance de faire quelques pourcentages d'économie d'énergie, je serai content. Nous, on renverse cette logique-là, c'est qu'on fixe un objectif de confort, donc on garantit le confort, on pilote intelligemment les consommations pour qu'elles baissent. Et 3, in fine, on génère des économies pas de 4, 5, 6, 10%, mais comme vous l'avez vu, grosso modo, en fonction de nos technologies, entre 15 et 80%. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Bientôt, on enchaîne. On passe à Abel Vesby, Énergie. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez la diapositive? Non, pas encore. Voilà. Ok, très bien. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle donc Abel Pépin et je suis responsable export au sein de l'entreprise Westby Energy. Alors Westby Energy, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui opère dans le domaine de la gestion intelligente des bâtiments afin de réaliser des économies d'énergie. Alors nous avons développé une solution qui s'appelle Westby. C'est une solution de gestion énergétique centralisée, active, qui assure en temps réel et à distance
tout ce qui va être suivi de consommation d'énergie d'un bâtiment, comme l'eau, le gaz ou l'électricité, également le pilotage des équipements d'un bâtiment, et cela quelle que soit leur marque. Alors notre solution OSB, c'est une solution donc, de gestion énergétique centralisée qui a été brevetée et qui s'adapte à tout type d'équipement et de protocole en temps réel, et qui permet donc de n'importe quel poste de travail connecté via Internet de non seulement suivre vos consommations en temps réel, mais également de piloter ces équipements afin ainsi de gérer au mieux vos différents bâtiments. Et donc, notre solution vous permet de cumuler des économies d'investissement et également des économies de fonctionnement, évidemment, pour ainsi être dans le respect des obligations légales, avec, de par notre expérience, des économies d'énergie pouvant aller jusqu'à 40% et donc des retours sur investissement de l'ordre de 36 à 48 mois. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, grâce à notre solution, vous pouvez ensuite suivre vos données et gérer vos équipements et bâtiments de n'importe où via notre plateforme Internet ou bien simplement via votre téléphone. Notre plateforme est vraiment très ergonomique, facile d'utilisation et de prise en main. Alors notre solution s'adapte à vos installations dans une logique vraiment d'économie circulaire. Elle va vous permettre de moderniser à moindre frais vos installations qui deviennent intelligentes et interopérables. Et donc, les différents équipements qui peuvent être équipés avec notre solution vont être les systèmes d'éclairage, les systèmes de chauffage ou de climatisation, également les capteurs d'ambiance, et nous proposons également d'autres outils comme la gestion des places de parking. Enfin, vous pouvez également, via notre plateforme, paramétrer différents types d'alertes de surveillance permettant de détecter, par exemple, des fuites dans des systèmes ou alors de surveiller les surconsommations d'eau et d'électricité. Et donc, ainsi, avec notre solution, vous pouvez vraiment optimiser l'utilisation de vos équipements et détecter donc toutes ces surconsommations, pardon, et optimiser l'utilisation de vos équipements selon votre usage réel. Et donc, de par notre expérience, grâce à notre solution, nous pouvons vous aider à réaliser des économies d'énergie importantes qui peuvent aller de 20 à 47% pour ce qui va être tout ce qui va être économie thermique et de 7 à 15% pour les économies électriques. À présent, je vais vous présenter notre processus d'opération. Donc, il est simple, rapide et efficace puisqu'il ne dure que de 4 à 6 semaines entre le premier audit et la pose de la solution. Donc, dans un premier temps, on va réaliser un audit énergétique du bâtiment ou au sein de la collectivité. Et donc, suite à la réalisation de cet audit énergétique, nous allons pouvoir designer une solution sur mesure basée sur vos besoins réels. Ensuite, il ne reste plus qu'à opérer le déploiement de notre solution dans vos bâtiments. Et pour finir, nous réalisons un suivi de notre solution déployée afin de l'optimiser selon votre utilisation propre. Et donc, chez OSB Energy, nous souhaitons vraiment adapter notre offre à votre besoin réel. C'est pourquoi nous proposons différents packages. Tout d'abord, OSB Découverte, qui va être plutôt orienté sur les petites structures. OSB Confort, qui est idéal pour les moyennes structures et ce qui va être multi-site. Et OSB Premium pour les grandes structures et le multi-site également. Voilà, donc enfin avec OSB, notre solution vous permet tout d'abord de respecter les différents décrets, comme les décrets BACS et tertiaires, également de participer à la transition écologique, mais également énergétique et numérique au niveau de votre commune ou de votre entreprise, et donc de bénéficier de primes et de financements tels que les CE, les certificats d'économie d'énergie, ou les crédits d'impôt pour la transition énergétique, puisque OSB est agréé par l'ADEME. Et enfin, pour les collectivités, OSB est accessible sans passer par un appel d'offres jusqu'à 100 000 € d'investissement conformément à la réglementation relative aux achats publics et innovants. Voilà, donc merci pour votre attention. C'est tout pour cette courte présentation. Et donc, sur cette dernière diapositive, vous pourrez retrouver les coordonnées de Guillaume Lévesque, qui est donc le président de OSB Energy, afin de le contacter si vous avez un intérêt pour notre solution. Et vous pouvez également retrouver quelques références et partenaires sur cette diapositive. Donc, si vous avez des questions à présent, je suis à votre disposition. Merci.
Oui, on confirme que nous rediffuserons le replay et les présentations à l'issue de la session, bien entendu. Donc, merci Abel. Je crois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Ok, très bien. Mais sinon, les personnes, si elles ont des questions, pourront revenir à l'adresse mail qui est donc présentée sur le slide. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Et on passe donc parole à Aurélien Canon, Synergite. En revanche. Voilà, ça y est, je l'ai. Voilà. On voyait tout à l'heure, mais vous n'entendez pas. Oui, pardon. Est-ce que vous avez bien l'affichage de l'écran? C'est bon. Bonjour, moi je suis Aurélien Canon, je m'occupe du développement des activités d'un groupement de PME qui s'appelle Synergite, qui travaille dans les réseaux thermiques en cycle urbain. On déploie 4 métiers qui sont tous centrés sur la maintenance et la maîtrise opérationnelle des travaux d'extension, d'optimisation et de densification des réseaux thermiques. Un métier de bureau d'études, un métier d'assistance maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre des chantiers d'extension de réseau, un métier d'exécution avec des opérations d'assemblage, de tuyauterie, de soudure, de maintenance curative et préventive, et un métier d'assistance à l'exploitation. Vous connaissez forcément l'impact de nos activités parce qu'on fait partie des gens qui, allègrement, toute la journée, menons les travaux dans les rues et en particulier en région parisienne, puisqu'on ouvre et on opère en moyenne une 50aine de kilomètres de travaux sur les chaussées de la région d'Île-de-France. Donc, c'est un peu aussi grâce à nous que les bouchons augmentent au fil du temps. On a des engagements assez forts. On est basé dans le 93, on a une 60aine de collaborateurs. Nos valeurs, c'est le respect, la bienveillance, l'engagement et l'audace. Et on a un certain nombre d'engagements auprès de Franceville Durable, que je remercie aujourd'hui pour son invitation, auprès de la BPI, auprès duquel on fait office d'éclaireur pour les PME, PMI qui souhaitent s'engager sur la transition énergétique. On est membre au conseil d'administration du Shift Project avec lequel on travaille depuis 2 ans dans le cadre du plan de transformation de l'économie française, et parallèlement, on est membre aussi d'une association de prospective stratégique qui s'appelle Futurible. Aujourd'hui, je ne voudrais pas vous parler de nos activités traditionnelles parce que ce n'est pas forcément l'enjeu. Je voulais vous parler d'un projet qu'on a commencé en 2021, qui était un projet qu'on a appelé le X-Lab, qui est un projet de prospective qu'on a monté sur la base des anticipations métiers qu'on attendait entre le rôle des réseaux thermiques sur les territoires et la transition énergétique. Et donc on a monté tout un projet l'année dernière qui nous a permis, avec Futurible, de construire des scénarios à 2030-2050, des scénarios d'installation des réseaux de chaleur en cycle urbain, sur la base d'une démarche, d'une boîte à outils de prospective. Qu'est-ce qu'on a fait? On a lu en fait les documents cadres qu'il y avait en région parisienne, et notamment les schémas directeurs des réseaux thermiques, le plan climat, les stratégies de bas carbone, avec nos yeux de praticiens, puisque nous, on est des gens de chantier, on opère des travaux toute la journée, on fait plus de 500 chantiers par an, donc on a une grosse expérience chantier. On a découpé ce système des réseaux thermiques en sous-systèmes, notamment la partie production qui s'associe à des objectifs de décarbonation, de ce dont parlait Axanta tout à l'heure, la distribution avec la mise en place des réseaux en centre-ville, la consommation qui s'associe pour nous à la commercialisation de l'énergie ainsi produite. Et on a commencé une collecte, une veille d'information pour identifier et caractériser chacune des variables, tout ce qui faisait évoluer le système à l'horizon 2030 et 2050. Sur cette base, on a, avec Futurible, élaboré un certain nombre de trajectoires d'évolution. On vous dit aujourd'hui, il faut baisser les émissions carbone. Est-ce qu'on les baisse de 5%, de 10%, de 15%, etc. Ce qui nous a permis de faire tout un travail de scénarisation
Et en fait, si vous voulez, quand on est arrivé au bout de ce travail, on s'est dit, pour le rendre disponible, face aux enjeux qui caractérisent les années à venir, notamment par rapport aux ordres de grandeur dont on ne se rend absolument pas compte, c'est-à-dire quand on explique qu'il faut baisser de 15-20% nos consommations d'énergie, on ne se rend pas compte de la quantité d'efforts qu'on va devoir produire dans un laps de temps très court, et notamment par rapport au fait qu'on ait très peu de ressources disponibles. On dit souvent, on rentre dans un monde aux ressources finies, c'est valable bien sûr pour l'énergie, bien sûr pour la matière, mais aussi pour les compétences. Et donc, sur cette base-là, on s'est proposé de monter une nouvelle gamme de services qui est liée à la gamification, donc les serious games. Donc là, je m'adresse en particulier à ceux aux gamers, qui ont passé beaucoup de temps derrière les écrans. Et donc, on a, avec une société, une petite PME spécialisée, monté un jeu qui s'appelle Termites et qui regroupe tous nos travaux de prospective et qu'on a donc synthétisé dans un jeu de plateau qui s'adresse aux donneurs d'ordre. Le principe du jeu, c'est quoi? C'est une demi-journée balanisée, 6 heures, pour 10, 12, 15 personnes. Et en fait, vous êtes dans la peau de membres de la société civile. Et votre rôle pour les 10 prochaines années, à raison de 2 tours par an, c'est de construire un réseau de chaleur sur une commune qui pourrait être n'importe quelle sous-préfecture ici en France. Ça peut être Compiègne, Arras, c'est une ville qui n'existe pas, c'est une ville moyenne d'une 50aine de milliers d'habitants. Et votre mission, c'est assurer l'approvisionnement énergétique, la décarbonation, l'équité sociale et l'accès à l'énergie pour les habitants de votre ville sur les 10 prochaines années. Et donc, sur cette base-là, à raison de 2 tours par an, vous jouez, vous avez des ressources que vous devez allouer à chaque tour. Évidemment, les ressources vont aller en s'amenuisant. Et vous devez assurer donc l'approvisionnement énergétique du territoire à travers la construction d'un réseau de chaleur et la mobilisation d'un certain nombre de technologies avec vos objectifs de décarbonation. Donc, in fine, vous préparez la neutralité carbone à 2050 sur le premier laps de temps de 2022 à 2032. Ça, c'est la première partie du jeu. C'est un jeu où, en fait, globalement, le jeu dont vous êtes le héros. Et au bout de 3 heures, en fait, quand vous arrivez en bout de 2032, en fonction de comment vous avez joué, vous avez plus ou moins réussi la mission qui vous est donnée, c'est-à-dire que vous avez plus ou moins décarboné le bilan énergétique d'approvisionnement en chaleur de votre commune. Et à ce moment-là, en fait, moi, je vous ouvre tous les scénarios possibles du jeu, tous les scénarios qui sont les résultats des travaux qu'on a menés avec Futurib. Et je demande au groupe de choisir son futur souhaitable. Où est-ce que vous voudriez être en 2032 pour votre commune si vous étiez en responsabilité? C'est une deuxième phase du jeu. Et c'est très important parce qu'en fait, on s'est aperçu que se mettre d'accord sur un futur souhaitable partagé, c'était quelque chose qui n'était pas du tout évident et c'était aussi à la source d'un certain nombre d'injonctions très contradictoires. Ça, c'est la deuxième phase du jeu. Et la troisième phase du jeu, c'est qu'on va faire le chemin inverse. On va faire à travers le jeu toutes les décisions qu'il aurait fallu prendre en partant de 2032 et en allant jusque 2022, toutes les décisions qu'il vous aurait fallu prendre pour accéder à votre futur souhaitable. Voilà. Aurélien, ouais. toute petite minute pour conclure. Oui, j'ai terminé. C'est un média qu'on propose aujourd'hui à partir du printemps pour aborder rapidement et sans enjeu les contradictions et les difficultés que nous aurons à décarboner les territoires, et notamment sur des villes d'une 50aine de milliers d'habitants. Merci beaucoup. Pas de questions, je crois. Vous pouvez dans tous les cas contacter Aurélien par mail par la suite, si vous le souhaitez. Et on passe donc parole à Dorothée, Tech for Life. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez la présentation? Tout à fait, ça marche. Parfait. Écoutez, merci de cette occasion. Je suis ravie d'arriver juste après l'intervention d'Aurélien Canon parce que d'une certaine manière, on est dans une approche aussi prospective et pour aussi adresser des scénarios. Je suis Dorothée Brouez, je dirige Tech for Life. Tech for Life s'occupe de rendre les activités compatibles avec le vivant. Nous travaillons
avec... En revanche, Dorothée, excusez-moi, c'est peut-être pour ouvrir plein écran votre présentation. C'est peut-être on verra mieux. plein écran, voilà. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous travaillons en adressant 4 défis pour réaffecter le progrès, avec des défis transformatifs. Le défi le plus important que nous adressons aujourd'hui, c'est le défi comptable pour intégrer dans le pilotage les impacts environnementaux et sociaux des organisations. Mais nous travaillons aussi sur des défis, je dirais, d'alignement, défi énergie, défi l'information, hein, la question du déterminisme numérique et sa compatibilité avec le vivant. Et puis évidemment, nous avons des recherches et des implications sur les matières et notamment les plastiques éco-compatibles. Notre mission qui est assez, je dirais, logique et assez structurée pour rendre les modèles d'affaires écologiquement compatibles, c'est d'une part d'insister sur la perception et la compréhension de nos dépendances aux équilibres vivants. Hein. Nous sommes dans un anthropocène qui doit changer radicalement toutes nos boussoles. Pour cela, il faut apprendre à mesurer les empreintes environnementales et sociales de manière approfondie, empreintes des activités économiques, compter, donc notamment j'irais approcher les performances en travaillant sur les performances environnementales et sociales au-delà des performances économiques, réorienter évidemment les activités avec des modèles d'affaires éco-compatibles pour participer à des choix collectifs orientés sur le long terme. Voilà l'intention. Et nos offres, j'en ai retenu juste 3 pour être rapide et efficace. Nous avons beaucoup d'actions de sensibilisation au vivant. Je viens d'intervenir à la Convention des entreprises pour le climat à Marseille il y a 10 jours pour présenter notre boussole éco-compatible. Nous proposons à partir du 22 avril un parcours d'acculturation aux comptabilités écologiques. Les inscriptions seront closes le 8 avril et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mais ce dont je vais parler, c'est la possibilité de faire une comptabilité à partir des modèles de métabolisme territorial transformatif. Vous savez que ces métabolismes territoriaux qui visent à quantifier les flux des ressources mobilisées par les économies dans les territoires sont de plus en plus à la mode et que depuis simplement 10 ans, plus de 60 études ont été réalisées en France à l'initiative des régions, des départements, des EPCI. Et je me réfère ici au recensement fait par Martial Vialex de l'Institut Paris Région. Je ne m'attarde pas sur tous ces travaux. Hein, il s'agit de faire une sorte de cartographie des flux, alors avec des échelles variables et puis des points d'intérêt différents. J'ai représenté en dessous ici des choses assez succinctes, hein, mais vous voyez qu'on mélange des ressources qui peuvent être matérielles ou immatérielles. En tout cas, il s'agit toujours de voir quelle est la création de richesse, avec quoi et avec quelles empreintes environnementales et carbonées associées. Cette carte présente, je dirais, les implications des territoires qui se sont dotés d'études de métabolisme territoriaux. Donc, on a beaucoup d'activités du côté des Pays de Loire, de la région parisienne et notamment du territoire Paris-Saclay, des activités importantes à métropole de Lille, de Lyon, de Grenoble, mais aussi en Aquitaine. Et je viens juste pour terminer sur ce qui pourrait être fait et qui est effectivement prospectif. Puisque nous avons à Tech for Life une activité importante qui mobilise des différents collèges de différentes natures qui s'appelle l'Alliance Compta Régénération.
auquel participe France Ville Durable, eh bien, nous pourrions tout à fait avancer vers la fabrique d'une comptabilité pour éclairer les choix entre plusieurs scénarios de développement d'une filière territoriale. On pourrait donc dans ce cadre-là cibler un défi particulier. J'en ai listé ici 4. Certains sur les déchets BTP, on vient d'en parler précédemment. Comment recycler les déchets et quel pourrait être l'avantage territorial au niveau des gains et de l'économie circulaire qui est tout à fait souhaitable. De même, pour les biodéchets, vous savez que la loi va obliger à les récolter et à les valoriser à échéance seulement de décembre 2024. La ressource en eau, quelle contribution à la préservation de la ressource en eau, on pourrait rendre visible ces contributions et peut-être travailler sur une répartition des coûts de maintien, chacun faisant sa part. C'est bien ça l'intérêt de la comptabilité. On pourrait travailler aussi sur les pratiques agricoles régénératrices, je vais y revenir, sur la relocalisation. Nous sommes en train de travailler avec Fleur d'Issy sur la relocalisation des filières de production florale. Et quel intérêt pour les territoires, rendre visible cet intérêt, voilà l'intérêt de la comptabilité. De même, on pourrait tout à fait faire la même chose pour les filières textiles. Après avoir mesuré et modélisé les flux, avoir cartographié les liens entre les flux et les acteurs, il serait tout à fait possible d'intégrer les externalités et de montrer comment nous avons une communauté de destin à l'échelle d'un territoire sur un défi particulier pour attester d'une soutenabilité environnementale et d'une progression dans cette soutenabilité. Actuellement, à Tech for Life, nous travaillons avec Danone et Veolia sur une comptabilité d'agriculture régénératrice. Eh bien, il est tout à fait possible de voir à partir de ce que peuvent faire certaines exploitations agricoles, de le voir à l'échelle d'un territoire, de voir l'intérêt, peut-être même en faisant un dialogue multi-acteurs pour rendre tangible tout cela. Chez Veolia, nous avons aussi un travail qui s'amorce sur la comptabilité du recyclage plastique en Picardie. Et donc, il s'agit de montrer la viabilité d'une activité dans un référentiel écologique et social et de prouver que des investissements contribuent à une trajectoire de résilience. Je reste très, très générale dans cette perspective, mais ce sont des choses où on a des briques et il s'agit de mettre ensemble des briques qui peuvent être publiques et privées et qui peuvent permettre de rendre tangibles, je dirais, des pactes qui peuvent être privés et faire en sorte que le public puisse abonder par un label, par une reconnaissance d'intérêt, ces démarches de contribution à la résilience territoriale. Merci. Voilà, je dirais, comment nous opérons. Nous opérons avec un certain nombre d'acteurs, comme vous le voyez, qui sont à l'interface entre le monde académique, les entreprises, les pouvoirs publics et la société civile. Et j'ai listé ici un certain nombre de réseaux avec lesquels nous travaillons. Et je vous ai indiqué mes coordonnées pour nous joindre et le site Tech for Life où vous trouverez les informations diverses à la fois sur la formation à la comptabilité dont j'ai parlé et puis on peut discuter plus avant sur le projet tel que je l'ai décrit ici. Merci Dorothée. Pour votre écoute. Merci. Bon, il n'y a pas de questions et vous avez entamé votre temps, enfin largement utilisé votre temps. Donc nous enchaînons si vous voulez bien. Avec la vie le plus. La vie le plus, oui. C'est ça. Alors, bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous voyez? Non. Vous voyez ma présentation? Oui, oui, c'est bon. C'est bon? Attends, je vais la mettre en plein écran, ça ira mieux. Voilà. Vous l'avez en plein écran, là? Parfait. Très bien. Bonjour à tous et puis merci par avance pour votre écoute. Moi, je suis Christophe Dumas, je suis le cofondateur de La Vie Le Plus. La Vie Le Plus, notre vision, c'est de contribuer à construire la ville de demain pour qu'elle soit plus humaine, plus inclusive, plus durable. Alors, comment on fait ça? Il y a un petit peu d'évaluation d'impact tel que l'évoquait Dorothée. Il y a un petit peu de serious gaming aussi, tel que l'évoquait Aurélien. Donc, ça tombe bien qu'on enchaîne après eux. Donc, on est une start-up qui a 4 ans d'existence maintenant. On a été créé, on a créé avec Joris Gaudion, mon cofondateur, ça en 2018. Aujourd'hui, on est 6 personnes. Donc, on est beaucoup plus petit qu'à certains autres nouveaux partenaires. Donc, on est une start-up vraiment engagée pour la ville durable. Notre boulot, c'est de faire du conseil stratégique urbain avec des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, tout à fait classique. Et ce qui nous caractérise, c'est qu'on a une approche dans les missions qu'on opère qui est vraiment à 360 degrés pour les projets et qu'on évalue. Donc, c'est une méthode d'approche à 360 degrés avec évaluation des impacts. On intervient pour le compte de donneurs d'ordre publics comme privés. Donc, les donneurs d'ordre publics, ce sont des collectivités, des aménageurs, que soit la taille. Et puis, dans le privé, des promoteurs, des investisseurs, des foncières, des aménageurs aussi. On intervient sur 3 domaines distincts. Le renouvellement urbain, donc, quelle que soit la taille de projet. Actuellement, le plus petit projet qu'on opère, c'est un petit îlot urbain en centre-ville d'à peu près 10 000 m² de plancher. Et le plus gros projet, c'est 300 000 m² de plancher à terme. Donc, c'est carrément un nouveau morceau de ville. On intervient comme deuxième thématique sur de la mobilité durable. Donc, c'est des plans vélo, ce sont des plans, des schémas directeurs de mobilité durable. C'est de la professionnalisation de transport aussi artisanal, modernisation de transport artisanal. Ça, c'est pour des projets africains, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et troisième grand sujet, la transition écologique. Voilà, donc plan alimentaire territorial, assise de la transition écologique. Comment on intervient? Alors, on intervient avec une méthode qui, donc je le disais, est une méthode l'objectif qu'on a, c'est d'aider nos clients à co-construire, à rendre robuste, je vais dire, le projet qu'ils développent par la co-construction avec les parties prenantes. Et ça, on l'opère avec des ateliers collaboratifs qui vont impliquer les différents acteurs, parties prenantes, voilà, impliqués, impactés par le projet, donc, quelle que soit la thématique. L'objectif, ça va être de créer des consensus, ça va être de définir les thématiques qui seront apportées à la concertation, donc au cœur de ces ateliers, d'aboutir à des consensus avec les différents acteurs, les différentes parties prenantes, de manière à rendre la totalité du projet robuste. C'est vraiment ça le fond de l'histoire, c'est comment on va aider un projet à être robuste par la co-construction avec les parties prenantes. Le deuxième axe, c'est comment on va rendre ce projet viable en y associant une évaluation d'impact. Voilà, c'est vraiment en donnant conscience à tous les acteurs des ateliers collaboratifs de l'impact que leurs choix vont avoir sur l'environnement, sur l'économie du projet, sur l'engagement citoyen, etc. Voilà, c'est vraiment ça qui est très important et qui guide notre méthode. Les résultats en tout cas qu'on vise quand on opère et quand on accompagne des missions, premièrement, c'est une consolidation du projet très en amont, c'est-à-dire que quand on parle de projet de renouvellement urbain, même de mobilité, on n'est pas obligé d'attendre déjà des dessins d'architectes ou d'urbanistes ou de schémas directeurs de mobilité. On peut très en amont impliquer des citoyens, des associations à travers des ateliers collaboratifs pour commencer à travailler sur la définition et la recherche de solutions programmatiques, même si c'est très en amont. Donc, l'objectif, c'est vraiment de créer l'adhésion de toutes les parties prenantes, de tous les acteurs,
de manière à éviter les risques de controverses, de recours qui peuvent intervenir, enfin qui interviennent très souvent, notamment sur les projets qui sont abordés de manière très traditionnelle, c'est-à-dire établis par des experts en chambre, validés exclusivement par les élus, et puis après implantés, je dirais top-down, comme ça, dans le territoire, sans avoir poussé vraiment très loin la concertation, enfin, au-delà du cadre réglementaire actuel. Ce qui est très important, c'est que parallèlement à tout ça, et c'est ce qui va aider finalement à diminuer le risque de recours, de controverse, c'est qu'on aide à élaborer un outil de communication. Hein, l'histoire du projet depuis le tout début, pourquoi le projet il va s'orienter, quels objectifs de développement durable il va viser, et puis comment il va se décliner après, et pourquoi on en arrive à des solutions programmatiques dans le territoire qui sont celles-là. Bon, là, j'ai mis quelques logos de clients qui nous ont déjà fait confiance. Aujourd'hui, donc je disais qu'on a 4 ans, on a déjà mené aujourd'hui un peu plus de 170 ateliers. Ça commence à être pas mal et qui nous apporte une certaine expérience, une certaine habitude dans la pratique et qui ont mobilisé 2000 acteurs. Ce que je n'ai pas mis là comme notre troisième indicateur, mais que j'aime aussi mentionner, c'est que tous ces ateliers sur ces différents projets ont eu un impact à ce jour, ou auront un impact en tout cas dans les mois et les années qui viendront quand les travaux avanceront, sur à peu près 2 millions d'usagers ou d'habitants. Voilà, donc on est un petit peu fiers de ça, ça commence à parler. Les dernières références, donc, pour le compte de collectivité, on travaille pour l'agglomération d'Évreux. Alors, l'agglomération d'Évreux devient un client récurrent puisqu'on les accompagne sur leur plan alimentaire territorial, on les accompagne sur leur plan vélo, au plan alimentaire territorial dans la famille transition écologique, le plan vélo dans la famille mobilité durable. On les accompagne aussi en ce moment sur la valorisation d'une friche industrielle. Là, c'est le renouvellement urbain. On a accompagné la ville de Palaiseau sur la conférence citoyenne pour la transition écologique. On accompagne des communes aussi sur l'organisation de la stratégie du redéveloppement économique. À chaque fois, quand je dis on accompagne, c'est qu'on va les aider à bien recadrer la stratégie et à compléter, à renforcer le projet par des ateliers collaboratifs avec les acteurs. À chaque fois, c'est ça qui va être l'objet de notre mission. Ensuite, pour le compte d'aménageurs, on a accompagné la ZAC Gagarine-Trullo à Ivry, la ZAC en Trieste à 7, c'est de ce dont je parlais tout à l'heure avec les 300 000 m² à terme, et puis la zone très dense de Val-de-Fontenay. Et puis on intervient aussi pour le compte d'opérateurs privés comme Noud pour une valorisation de friches commerciales. On est intervenu auprès de promoteurs aussi pour les aider à sortir des projets qui étaient plantés, on va dire, au niveau permis de construire, parce que élaborés à l'ancienne. Donc, en redéployant tout le processus et en intégrant des riverains beaucoup plus tôt dans le processus, on a réussi à débloquer le système, à modifier un petit peu, à améliorer la programmation. Et c'est ce qui a permis finalement, en réfléchissant, en incluant des associations locales, des riverains, etc., on a complété la programmation, ce qui a permis de sortir le projet de l'ornière dans laquelle il était. Voilà. Et puis, je le disais tout à l'heure, on commence à intervenir en Afrique, essentiellement sur des projets de mobilité durable aujourd'hui. Donc, au Sénégal, à Madagascar, Burkina, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Bientôt au Niger et en Côte d'Ivoire. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est travailler sur l'intégration des populations dans les quartiers pour pouvoir déployer les projets donc je le disais, de mobilité durable en Afrique. Voilà, donc à la fin de la présentation, vous avez mes coordonnées à votre disposition pour des questions, si vous en avez. Alexandra, vous êtes en mute. Voilà, merci beaucoup. Je regarde s'il y a des questions. Je crois qu'il n'y en a pas et on ne reste pas beaucoup de temps. Merci beaucoup. Donc, on a bien noté les coordonnées. On passe la parole à Bertrand Gossot, Stefia Conseil. Oui, bonjour. Enchanté d'être parmi vous. Je vais partager mon écran.
Voilà, est-ce que… Parfait, on va très bien. Il est visible, En plein écran. Bien. Merci. Donc, voilà, moi, je ne vais pas vous parler, je ne suis pas une… CP Conseil n'est pas une start-up, n'a pas de solution. Par contre, on intervient pour que les solutions soient bien choisies, bien adaptées et déployées avec succès. Donc, on est un jeune cabinet d'ingénierie de conseil en urbanisme durable et innovant, fondé en juillet 2019, basé à Metz, dans le Grand Est. On intervient dans la France entière. Et par nos parcours, notre formation, en fait, on agrège une triple culture qui est celle de l'urbanisme durable, de la gestion des services urbains et des data territoriales. Donc, notre écosystème, il est à la fois local et national, à la fois académique et entrepreneurial. Il est très lié à la recherche au développement et finalement, il adresse des sujets qui concernent donc la ville et le numérique. Donc, notre objectif, c'est de contribuer à construire la ville de demain. Et pour ça, je dirais que notre inspiration provient de la famille de normes ISO 37100 sur les villes et communautés territoriales durables, en particulier la 37106 sur les villes intelligentes. Donc, nos convictions sont les suivantes. Seules les solutions adaptées et qui font sens fonctionnent durablement. La connaissance des usages et des usagers fournit des solutions plus pertinentes. Les données sont une ressource pour le territoire et ses décideurs. Et enfin, les services et les espaces publics doivent proposer une expérience agréable au public, aux différents publics usagers. Donc, notre proposition de valeur est la suivante. CVIA Conseil fournit une information multidimensionnelle et multiscalaire des contextes et enjeux locaux pour les décideurs publics et privés des villes et territoires, qui va leur permettre de prendre des orientations stratégiques, de faire des choix opérationnels plus efficients et plus durables pour les services et les solutions qu'ils déploient. Et tout ça afin d'améliorer la vie des citoyens, leur expérience vécue du territoire. Donc, notre but, en fait, est d'objectiver les décisions, de maximiser donc, les chances de succès des solutions déployées grâce à une information territoriale qui est pertinente et complète, qui en fait provient à la fois de la collecte de données quantitatives, de l'identification de la collecte de données quantitatives ciblées, qui vont provenir pour beaucoup de l'open data, mais aussi de données métiers de l'organisation et des parties prenantes, auxquelles on va ajouter des données qualitatives étendues qui proviennent d'observations, d'entretiens, d'ateliers, de recherches à partir de publications, de revues de presse, également d'écoute sur les réseaux sociaux. Et ces différentes données, on va les analyser pour finalement produire de l'information territoriale qui va ensuite nourrir des stratégies, des projets et des solutions. Alors, cette information territoriale holistique, qui donc agrège en fait une vision à 360 degrés de l'ensemble des contextes locaux et des besoins et demandes des parties prenantes, est mêlée également à une veille interne importante que l'on a constituée à partir à la base de travaux académiques et puis enrichie depuis par nos différents travaux de bureaux d'études, et également des échanges précieux que l'on a grâce à l'ensemble de l'écosystème dans lequel on est impliqué. Donc, tout ça nous permet en fait de fournir des conseils auprès de deux typologies de clients. D'une part, les collectivités locales, les aménageurs urbains, les gestionnaires de parcs immobiliers, auprès de qui on va intervenir à des niveaux stratégiques, à des niveaux d'aide à la décision, également pour leur permettre de mobiliser leur intelligence territoriale en faveur de leur projet, et également dans le cadre de la concertation ouverte aux usagers impactés par les dits projets. Et puis, la deuxième typologie de clients sont des opérateurs, prestataires et promoteurs urbains, ou plus globalement des fournisseurs de solutions durables et innovantes pour les villes et territoires, auprès de qui on va intervenir à un niveau marketing visant finalement à faire en sorte que leur offre soit le plus possible adaptée aux enjeux et contextes locaux. Également un niveau commercial pour leur faire prendre conscience de qui sont les bons interlocuteurs auprès de qui porter leurs propositions, leur faire connaître l'écosystème local auprès de qui vont pouvoir trouver des relais partenariaux, et puis également d'intervenir directement là aussi sur l'amélioration opérationnelle de leur solution.
Donc, nos prestations en matière d'ingénierie conseil sont faites d'états des lieux, de diagnostics territoriaux, de diagnostics participatifs, d'études d'opportunité, avec évidemment à chaque fois des recommandations et des pistes que l'on exerce à différentes échelles, qu'elles soient communales, intercommunales ou échelle du quartier, voire de l'équipement. Et puis également, dans un cadre d'évangélisation continue, nous faisons également des formations vis-à-vis d'élus et de cadres territoriaux principalement sur les enjeux et bénéfices de la ville intelligente, mais également la mise en place et l'intérêt de stratégies de data et ce qui est lié également à la mise en place de plateformes open data avec un partenaire qui est ENSAP Formation. Donc, les exemples de référence dans ce cadre sont les suivantes. Par rapport à des délégataires et prestataires de services publics urbains, donc dans les domaines de l'eau, les déchets, transport, l'énergie, etc. Donc, on a réalisé, depuis qu'on existe, une cinquantaine d'études diagnostiques qui concernent donc des villes et intercommunalités de toute taille, depuis la sous-préfecture de la Nièvre jusqu'à des métropoles et des établissements publics territoriaux du Grand Paris. Donc, on a fait ça dans toutes les régions de France. On accompagne également des fournisseurs de solutions innovantes. Donc, je vais donner l'exemple de la société Aosis, qui est un acteur du numérique spécialisé dans la business intelligence et qu'on a aidé à remporter donc, un appel d'offres pour la ville d'Annecy dans la mise en place d'un système d'information décisionnelle qui préfigure donc, en fait, une démarche de ville intelligente menée par cette commune un peu atypique et que nous continuons d'accompagner. Et puis, par rapport à des gestionnaires de parcs immobiliers, donc des interventions au niveau d'un équipement qui consistait à faire l'étude d'opportunité, changer la destination d'un bâtiment et le transformer en un centre dédié à l'entrepreneuriat étudiant. Donc aujourd'hui, la chance que nous avons de participer à ce webinaire nous permet donc de vous faire part de la recherche qui est la nôtre. Donc, c'est de pouvoir accompagner un opérateur ou un prestataire de services urbains ou un fournisseur de solutions donc, durables et innovantes pour améliorer la pertinence de son offre par une meilleure adéquation au territoire visé, donc en lui apportant cette connaissance complète des enjeux locaux, ou d'accompagner une collectivité, un aménageur, un gestionnaire de parc immobilier dans une phase amont de réflexion sur une stratégie ou un plan d'action de ville durable, que ce soit à une échelle d'un territoire, d'un quartier, d'une rue ou tout simplement d'un équipement. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions s'il y en a. Merci beaucoup Bertrand. Regarde s'il y a des questions. Je pense que tout est clair, donc merci encore. Et on va passer la parole à Cécile. Réco, donc. Bon, désolée pour le retard. Donc, moi, je vais vous présenter la société Weco qui fait des toilettes écologiques à chasse d'eau recyclée et autonomes, donc non raccordées au réseau. C'est une société qu'on a créée avec 8 autres actionnaires en 2014. On a eu le prix de la Fondation Gates et de l'Agence nationale du tourisme chinois en 2016. On a fait nos premières installations à Saint-Étienne et après à Vitry-sur-Seine. Là, la photo que vous voyez, c'était à Futur-en-Seine à la Villette, à partir de 2017. Depuis 2018, on développe la solution avec Alstom et pour Alstom pour les toilettes des trains. Donc, dans 2-3 ans, dans les TGV, vous ne le verrez pas puisque c'est dans le local technique qui est derrière, mais ce sera notre système qui recycle les effluents des trains. C'est une technologie très, très compliquée à développer, d'où le temps qu'il nous faut. On a déposé des brevets en 2019 au niveau international. En 2020, on a été lauréat de l'ADEME, c'est pour ça que j'étais en ligne avec l'ADEME, du concours Ville Durable, concours Innove. On a eu le saut d'excellence de la Commission européenne. L'année dernière, on est devenu entreprise à mission sociale et environnementale et donc avec une incubation CHEC, accélération Mass Challenge en Suisse et des installations pour les collectivités Rennes, Blois et puis pour des privés, notamment un restaurant Ventru à La Villette. Cette année, on vise un développement plutôt en Allemagne et un prototype au Sénégal. Là, j'ai une partie de l'équipe qui est au Forum mondial de l'eau à Dakar et engager les travaux pour être certifié à la norme ISO 3500
par le CSTB. La norme ISO 30500, c'est une norme à laquelle on a participé qui permet justement de certifier les toilettes autonomes. Alors, tout le monde connaît, hein, généralement, c'est un sujet, même si j'arrive en fin de matinée, qui, je pense, tout le monde a eu beaucoup d'informations. Les toilettes, en général, ça parle à tout le monde. Donc, quand on fait l'explication de ce qui existe, à vrai dire, on n'a pas beaucoup de choses à expliquer. Tout le monde sait très bien que dans les villes, typiquement, ce sont des toilettes raccordées, les toilettes publiques, comme les JC Déco, qui donc consomment énormément d'eau, puisque c'est de l'apport en eau par les réseaux et du rejet dans les réseaux. Donc, nous, ce qu'on a voulu, c'est donner en gros tous les avantages des solutions existantes, d'avoir le confort des toilettes à chasse d'eau raccordées, et notamment en termes d'hygiène pour les usagers, apporter l'écologie des toilettes sèches et la mobilité que peuvent avoir les toilettes chimiques. Donc, ça fonctionne comment? C'est une toilette normale à chasse d'eau, donc l'usager ne voit pas la différence. Et derrière, il y a un local technique qui combine une technologie très innovante de traitement biologique, un peu, mais en bien plus poussé de ce qu'on peut connaître dans les fosses septiques, dans l'assainissement de collectifs pour les maisons en France. Et puis, un traitement par électrolyse qui a le mérite d'être extrêmement efficace, puisqu'en 2 heures, on détruit tous les virus et pathogènes. Jusque-là, personne au monde s'était attaqué à traiter les eaux noires, d'où le petit échange qu'on a eu au début avec la société qui fait du traitement des eaux grises, parce que c'est extrêmement compliqué, c'est chargé en matière organique, donc on ne sait pas trop comment les traiter. Le traitement biologique, c'est assez long, très incertain. Et donc nous, ce qu'on a développé avec Caltech aux États-Unis, c'est cette combinaison de ces 2 traitements pour être sûr qu'en 2 heures, on arrive à tout détruire et à faire une eau traitée de qualité eau de baignade. Et donc après, c'est un circuit fermé. Donc, c'est la même eau qui est réutilisée pour les chasses. C'est une eau traitée qui a une petite odeur d'électrolyse, un peu comme on peut avoir dans les piscines, puisque c'est du chlore qui est produit. Donc, ça apporte beaucoup de bénéfices, les collectivités étant nos premiers clients, d'où le PIA Ville Durable, des économies financières, puisqu'il n'y a plus de raccordement au réseau nécessaire, et surtout, la toilette peut être réutilisée, déplacée à un endroit, puisqu'on l'aménage dans des containers. Donc, si la ville en a besoin à un instant T, elle peut ensuite le réutiliser ailleurs. Donc, en gros, comme une installation temporaire ou éphémère. On essaye de faire des choses qui soient vraiment très intégrées à l'espace urbain, en concertation avec la ville, les ABF aux besoins, des designers. Voilà, tout ce travail est important aussi d'être user-friendly et attractif, puisqu'on veut aussi que ce soit un facteur d'attractivité pour les villes, leur permettre non seulement d'atteindre leurs objectifs environnementaux avec des produits plus écologiques, mais aussi de bien montrer vis-à-vis des habitants, des visiteurs, leur engagement écologique, tout en intégrant bien le produit dans l'espace urbain. Et bien sûr, des économies d'eau. On arrive à économiser 97% d'eau par rapport à une toilette raccordée. Voilà, et le tout est contrôlé. On a des capteurs partout dans le système, donc il y a un objet connecté, c'est le panneau de contrôle qui permet aux clients d'avoir en permanence l'information sur le niveau de remplissage des cuves et la qualité du traitement. Donc, ça nous permet de faciliter tout ce qui est maintenance et les vidanges, qui sont réduites au maximum, puisque typiquement une toilette autonome classique type toilette chimique, c'est 3 à 5 jours d'autonomie. Nous, on est plutôt sur 3 à 6 mois. C'est aussi ce qui fait qu'Alstom, par exemple, on développe la solution pour eux, parce que ça permet d'atteindre une plus grosse autonomie dans la fréquence des vidanges. Donc, ce qu'on nous demande le plus, c'est le container aménagé pour les villes, en général, 20 mètres carrés, 20 pieds, ce qui fait 14 mètres carrés avec un WC PMR, un urinoir et la technologie. Et puis, on peut aussi vendre juste la technologie, par exemple, pour des entreprises qui ont déjà la superstructure et qui ont juste besoin de la technologie. Mais pour les collectivités, typiquement, ce qu'on nous demande, c'est le container aménagé avec toilette et technologie. Alors, voilà, par exemple, ce qu'on a pu faire à Saint-Étienne, à Paris, à Vitry, à Grigny, sur le marché, qui est un des plus grands marchés d'Île-de-France, et le restaurant Ventru à La Villette, premier restaurant autonome, écologique. Voilà, Rennes et Blois ne sont pas encore affichés.
Et puis, on a bien sûr d'autres projets avec des collectivités en France. Et puis, comme je vous le disais, on a quand même beaucoup d'ambitions internationales. D'abord l'Allemagne, les pays du Benelux, la Suisse, et puis l'Afrique, bien sûr, principalement Sénégal et Côte d'Ivoire pour démarrer. On a été lauréat de nombreux prix et on est aussi labellisé par la Fondation Solar Impulse comme faisant partie des 1000 solutions qui vont changer le monde. Voilà, on a eu pas mal de prix en France et à l'international qui reconnaissent l'impact de l'innovation et son intérêt. Et puis, on a eu un reportage Arte avec Bill Gates qui nous a apporté une très belle audience au niveau international. Donc, vous avez les coordonnées, le site et puis les éléments sur la présentation qui vous sera transmise. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Sébastien, je pense qu'on va conclure. Écoutez, merci beaucoup de toutes ces présentations. On voit la richesse des startups de l'association. C'est très complémentaire à ce qui peut être proposé par ailleurs comme solution par d'autres types d'entreprises, de fédérations professionnelles présentes à la fois dans le collège entreprise ou dans le collège des experts. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps, à la fois pour les membres de France Ville Durable, mais aussi l'écosystème de France Ville Durable. On va rendre disponible en replay ce petit webinaire qui permettent de capitaliser ce que vous avez présenté là. J'espère que naîtront différents contacts suite à ces présentations. Et je propose de laisser le mot de la fin à notre vice-président Bruno Hervé. Bien, merci Sébastien, merci à tous. Écoutez, belle matinée de travail, enfin, heure et demie ensemble. On voit vraiment un bel ensemble d'expertise pour la préservation des ressources et on comprend vraiment comment toutes et tous vous pouvez accompagner les territoires et les organisations vers un modèle plus durable, tout ça dans une finalité d'accélérer la transition écologique. On est tous là pour ça, donc c'est toujours tellement agréable quand on voit à quel point on peut toucher ça du doigt et faire ça concrètement. L'objectif ce matin, c'est de nous faire progresser collectivement en tant que France Ville Durable en France et à l'international. Cet objectif, on l'a atteint. Donc vraiment, à nouveau, tous, merci pour les riches échanges de la matinée. Et surtout, c'est qu'un début. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'il y a de belles synergies à venir. D'ailleurs, moi-même, des idées me sont venues. Donc, on va se reparler en one-on-one. Voilà ce que je voulais vous dire. Excellente journée à tous et puis à très bientôt. Bonne journée, à bientôt.